Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans ce top 5 des meilleures séries de 2017. Alors évidemment c'est un top totalement subjectif, et c'est également un top où je vais uniquement parler de séries dont ce fut la première saison durant l'année 2017. Voilà, il y a eu plein de séries qui ont sorti des saisons extraordinaires cette année, des choses comme Rick and Morty saison 3 ou Game of Thrones saison 7, que j'adore, mais je vais me parler uniquement des séries que j'ai découvertes cette année, qui fut pour moi voilà, une belle découverte. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 5, et le numéro 5 c'est une série Netflix, il va y avoir beaucoup de séries Netflix, malheureusement je me suis moins intéressé aux autres diffuseurs on va dire, et la première série c'est The OA de Netflix, qui est sortie toute fin 2016, donc je vais l'inclure dans l'année 2017 parce que moi je l'ai découverte en 2017. The OA c'est une série hyper particulière. C'est le genre de série que j'ai un peu binge-watché la nuit, en mode un peu insomnie. Et j'avoue que c'était une des meilleures manières de binge-watcher cette série. Elle m'a totalement happé dans son univers. Donc c'est une série qui parle d'une meuf qui arrive dans une ville et qui a disparu pendant un nombre d'années énorme, genre 20, 10, 15 ans je crois. Peut-être moins, enfin bref, un gros nombre d'années. Elle était aveugle, si je ne m'abuse, et elle est revenue en ayant la vue. Voilà, donc des choses comme ça, hyper troublant. Et on va découvrir, et donc elle est dans une petite ville un peu pauvre des États-Unis, et elle va créer un espèce de culte entre des personnes qui sont supposées n'avoir aucun lien entre elles par le fait de leur raconter une histoire, et elle va réussir à lier, à donner un sens à leur vie. Enfin, c'est très très particulier. C'est quasiment irrésumable. Là, j'ai essayé de le résumer, vous n'avez rien compris si vous n'avez pas vu la série. Et c'est une série que j'ai vraiment adorée. J'ai trouvé je me suis vraiment laissé embarquer, imprévisible, je ne savais pas du tout vers où ça allait aller. Ça mélange un peu la science-fiction avec le biopic, avec le côté un peu conte de fées, où on raconte une histoire. Il y a un peu un parallèle avec le film de Night Shyamalan, la jeune fille de l'eau, avec ce rapport à l'histoire et la manière dont une histoire peut véhiculer peut changer la vie des gens. Est-ce que toute la frontière entre la réalité et ce qu'on romance, enfin plein de choses. J'ai trouvé l'actrice principale vraiment excellente. Les personnages, juste ce qu'il faut, tu les détestes, juste ce qu'il faut au moment où tu dois les détester, et tu te mets à les apprécier au fur et à mesure de la série. C'est très subtil, ça change vraiment. Il y a les changements de caractérisation sont minimes, mais ça suffit à te faire apprécier. Et pour moi, il y a la meilleure fin de saison que j'ai vue depuis très très longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment une fin de saison qui m'a mais scotché par terre, voilà, qui est à l'image de cette série. Cette fin de saison, c'est vraiment, pour moi, ils ont fait un truc parfait, quoi. Il va y avoir une saison 2, je suis un peu surpris, mais ils ont vraiment fait un truc parfait avec cette fin qui est juste grandiose, quoi. Je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est à la fois minable, rien du tout, totalement anodin et énormissime, quoi. Enfin, c'est hyper bizarre à essayer de raconter. Après, voilà, il y a des choses, c'est très bizarre comme série. Franchement, maintenant que j'y repense, j'en ai pas parlé depuis que je l'ai vu, donc c'est la première fois que j'en parle. Et c'est vrai qu'elle est vraiment étrange. C'est une série, voilà, t'as toute une partie où elle est enfermée. Il y a un truc qui m'a fait penser à un livre de Weber, qui est les Thanatonautes qui vont explorer la mort. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment très surprenants. Et tu sais pas où ça va aller, tu sais pas où ça va, d'où ça vient. Et c'est hyper intéressant, et des relations familiales passionnantes. Enfin, vraiment, série, si vous l'avez pas vue et que vous dites oh ça a l'air chelou ce truc, moi personnellement je vous invite à la regarder. Soit vous vous faites happer par le délire et vous êtes comme moi et vous vivez une espèce d'expérience entre songe et réalité passionnante, soit vous détestez j'imagine et vous passez totalement à côté du délire. Mais moi en tout cas c'est clairement une série qui m'a grave touché. Numéro 4, la nouvelle série de David Fincher, Mindhunter, encore une fois sur Netflix. Alors franchement, Mindhunter, j'ai trouvé ça excellent. Déjà, c'est magnifique. Enfin, j'adore l'esthétique que donne Fincher à ses programmes et à ses films. Et là, vraiment, c'est une quintessence du style Fincher. C'est, pour moi, grandiose. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement malin et intéressant ce que ça raconte. Voilà, c'est le début du profilage, la naissance de cette science de la criminologie avec ce rapport là, on va dire, au fait de côtoyer des serial killers et d'essayer de les comprendre. C'est là où on va comprendre la création du terme serial killer dans cette série. Ce que j'adore, c'est que c'est une série très intelligente, c'est une série de duels, de confrontations entre hommes, très basée sur les dialogues, mais c'est passionnant à suivre. Il y a vraiment des situations qui me font, qui m'ont vraiment scotché. J'étais en haletant, enfin, hyper haletant. Il y a vraiment un suspense dans ces confrontations qui marche du feu de Dieu. Il y a un truc qui fonctionne très bien aussi,
c'est l'évolution des personnages, enfin la manière dont... Il y a une séquence qui m'a marqué, moi, c'est un moment où vers l'épisode 7 ou 8, où ils sont à un diner et ils essayent juste de conclure une affaire qui paraît anodine, et en fait, tu vois le bagage qu'ils ont acquéri durant ces 7 premiers épisodes, où en 3 secondes, ils arrivent à te cibler un criminel juste parce que voilà, tu as accumulé avec eux l'expérience des affaires précédentes, et d'un coup, ils arrivent à créer le profil d'un mec vraiment quasiment tac 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 du tac au tac, et c'est vraiment, il y a cette espèce de manière de réussir à montrer comment tu progresses dans une science, dans un domaine, dans un art quasiment, et que d'un coup ça devient facile, et que plus tu pratiques, et plus ça devient facile. Et là, c'est vraiment cette séquence, elle est toute bête, mais elle m'a vraiment scotché sur place. Je me suis dit, putain, mais c'est trop bien foutu, quoi. Mec, en 2 secondes, ils arrivent à cibler exactement le créneau, en dialoguant tous les deux, pop, 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 en réunissant les petits indices qu'ils ont, et ils trouvent le mec hyper facilement. Enfin, et t'as un flic devant eux qui est scotché, parce que voilà, il est face à ces 2 mecs, alors qu'au début, c'est l'inverse, ils se gourent, ils n'y arrivent pas, ils comprennent pas, et c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir la saison 2, parce que clairement, cette saison 1, c'est une saison de préparation, où ils te posent vraiment, voilà, les bases, hein, le principe de qu'est-ce que ça va être la criminologie, et vraiment, c'est presque une introduction à ce principe-là, et donc la saison 2, ça va être une étude de cas, presque. Une fois que tu as assimilé les règles, maintenant tu vas pouvoir... c'est quasiment didacticiel, la première saison, j'ai l'impression. Et donc là, maintenant, la deuxième saison, ça va vraiment être... on va se focus sur un cas, je pense, et comment on va réussir à aller au bout de l'enquête, et ça va être passionnant, parce que là, il n'y a pas d'énorme enquête dans la saison 1. La relation homme-femme, très intéressante. Enfin, c'est une série, moi, que j'ai pas réussi à décrocher, quoi. J'ai commencé, et dès le début, ça m'a fasciné. Après, j'adore les polars, j'adore les enquêtes, et j'aime beaucoup la criminologie. C'est une période de ma vie, je voulais devenir criminologue, donc ça me passionne d'autant plus. Voilà, donc c'est clairement une série à voir. Peu d'épisodes, 10 ou 8, je crois, et vraiment excellent jusqu'au bout, avec des personnages hauts en couleur qui, franchement, m'ont clairement marqué cette année. Donc voilà, Mindhunter, je la mets quatrième de mon top. Troisième position, je mets The Deuce, série HBO sur le The Deuce, qui est genre un quartier à New York dans les années 70, qui est l'équivalent un peu de Pigalle à New York, donc le quartier des sex shops et des putes. Et c'est une série du créateur de The Wire, j'ai oublié son nom, et de Trem, qui sont des séries que je n'ai jamais vues, donc honte à moi pour les séries fil. Je sais que The Wire c'est considéré comme la meilleure de tous les temps, et je vais la rattraper un jour, mais j'ai pas encore eu la foi. Et voilà, donc en tout cas The Deuce, j'ai découvert ça, et ça m'a vraiment fait l'effet d'un GTA, ce côté ville ouverte, enfin, ouais, comment on appelle ces jeux, les sandbox, quoi, les jeux dans les bacs à sable, les jeux à open world, et ça m'a vraiment donné cet effet-là où t'as plein de personnages, et au début tu captes pas, quoi, on passe d'un personnage à un autre sans introduction, et on les suit dans des actions, on voit pas trop où ça vient, et en fait, il arrive à te faire vivre ce quartier, cette ville, mais de manière... ouais, il y a quelqu'un, j'ai écouté sur l'émission de Radio Extérieure Nuit, où il y a une fille qui disait que les personnages, ils vivent en dehors du champ. Et c'est vrai, quoi, t'as vraiment, dès que tu les retrouves, t'as eu l'impression de savoir ce qu'ils ont fait entre-temps, et c'est mais génialissime. Alors après, en plus, l'ambiance, au final, ça raconte un peu les débuts du porno dans les années 70, et l'ambiance, elle est géniale, quoi. T'es en mode 70 avec les Macs qui sont habillés, enfin, comme dans les... C'est le cliché du Mac, mais c'est de là que vient le cliché du pimp à la ricaine, quoi. Enfin, c'est hyper graphique, t'as des trucs violents, t'as des trucs de sexe c'est super cru, il n'hésite pas à te montrer des choses frontalement, et... Donc voilà, tu montes pas un gamin de 12 ans non plus, et t'as des personnages vraiment passionnants, et t'as James Franco qui joue 2 rôles, mais c'est génial parce qu'il joue un rôle principal et un rôle secondaire. Il joue 2 frères jumeaux, et c'est pas du tout appuyé, c'est pas du tout, à part la mise en scène, t'as juste au tout début où on te met une cicatrice sur l'un, alors ce qu'on fait d'ailleurs dans 13 Reasons Why, juste pour différencier les deux au départ, et encore t'as même du mal à les différencier parce que c'est vraiment très minime. Et c'est même pas introduit qu'il a un frère jumeau, c'est vraiment d'un coup, boum, t'as un autre mec qui débarque, qui est pareil, et tu comprends pas trop. Et au fur et à mesure de la série, physiquement, il se ressemble vraiment, quoi. Il joue pas une différence particulière, mais l'interprétation de James Franco fait qu'immédiatement, tu vois que c'est pas les mêmes personnages. Enfin, le mec a réussi à créer ses 2 frères, et le fait qu'il y en ait un qui c'est un rôle principal, et que je trouve, dont il se trouve le parcours passionnant, et c'est vraiment le personnage auquel tu t'attaches, et t'as envie d'avoir limite sa vie à lui, quoi, alors malgré le fait qu'il y a des hauts et des bas. Et l'autre, que ce soit juste son frère, et que ce soit vraiment un second rôle, c'est
c'est juste génial, quoi, de faire, tu vois, que ce soit pas une confrontation entre deux mecs, que ce soit pas... C'est vraiment un second rôle, quoi, sauf que c'est un frère jumeau. C'est une idée que je trouve hyper intéressante dans la manière d'exploiter ce truc-là. Il y a un autre truc que je trouve génial aussi, et je viens d'oublier ce que je voulais dire, mais c'est sur le personnage de James Franco. Putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ouais, ce que je voulais dire, excusez-moi, c'était que son frère jumeau, en plus, tu penses à un moment que ça va devenir un relou de service, et que ça va être le mec qui va tout faire foirer, et c'est assez subtil, ça ne joue jamais la dramatisation, quoi. C'est-à-dire que c'est jamais là pour faire du drama, pour créer des conflits. C'est vraiment une série qui coule. Alors il se passe des choses, hein, justement, mais c'est une série où tu as l'impression d'assister à la vie des gens, quoi. Et quand ça arrive à être bien fait comme ça, comme dans une série comme The Deuce, je trouve que c'est hyper dur à faire, le côté un peu chronique. Et quand c'est bien fait, je trouve que ça atteint des firmaments de kiff. Et moi, j'ai été happé dès le début. Et il y a le personnage de Maggie Gyllenhaal qui est génial. Et elle donne du sien en tant que comédienne. Franchement, elle se met dans des situations qui sont pas évidentes à jouer. Et moi, je dis chapeau pour sa performance. Voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et le parcours des personnages m'ont tous passionné. L'ambiance. Et comme je disais, c'est une série chronique. C'est hyper dur à réussir. Et quand c'est bien réussi, c'est génial. Et la reconstitution, bordel, j'en ai pas parlé. Mais qu'est-ce que c'est bien foutu, quoi. T'as l'impression d'être dans ces années 70. Mais ouah, c'est physique, tu peux tout toucher, le nombre de figurants, les rues, la profondeur des rues, enfin, t'y es, quoi. T'as l'impression qu'il n'y a pas de reconstitution historique, normalement. Enfin là, tu sens les moyens derrière, c'est génialement fait, et James Franco a réalisé pas mal d'épisodes, et franchement, ils sont tous super bien foutus. Donc une série d'une élégance rare, moi, que j'ai adoré. Donc voilà, je mets The Deuce numéro 3 de mon top série 2017, pardon. Numéro 2, c'est une série improbable au possible, c'est American Vandal, encore une série Netflix. Et putain, mais qu'est-ce que c'est génial cette série, quoi. Moi qui suis fan de teen movie. Alors voilà, beaucoup de gens ont parlé de 13 Reasons Why cette année, sur 13 Reasons Why, en disant que c'était un peu la série teen de l'année, machin. J'ai bien aimé, sans plus, 13 Reasons Why. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts, c'est une série qui est pas du tout subtile, qui est lourdeau, avec des gros problèmes. Enfin, t'as envie que le mec, tu te demandes pourquoi il prend tant de temps à écouter ces putains de cassettes, mais voilà, pathose, enfin, lourdeau, quoi, vraiment un manque de finesse dans sa mise en scène et tout. Et de l'autre côté, il y avait, en fait, qui parlait des teens, American Vandal, qui est juste, mais une pépite que j'ai, mais kiffé ma race. Donc c'est un principe totalement débile au possible et qui est génial. C'est un mec qui, dans un lycée américain, qui fait une fausse émission d'enquête, genre un peu en mode crime, le truc de l'autre pédophile, là, de Morandini, où voilà, c'est genre d'émission où on prend un fait divers et on essaie de remonter la piste pour comprendre ce qui s'est passé, mais d'un point de vue journalistique, quoi. Et donc il fait ça, mais le fait divers, c'est que dans le parking du lycée, il y a eu quelqu'un qui a peint 28 bits avec une bombe de peinture rouge sur toutes les bagnoles. Et donc il va interviewer, et donc il y a un élève qui est accusé, quoi. Et donc ça va être les interviews de tous les élèves du lycée, on va croiser les preuves, on va remonter la piste avec ce truc, et il y a tout ce fait en fait, enfin, tout est un faux documentaire, et c'est génial, ça joue sur plein de niveaux de lecture, parce qu'il y a à la fois le faux documentaire, à un moment il est diffusé sur internet, donc il y a le fait que dans le faux documentaire, on parle du faux documentaire, enfin... C'est vraiment, j'ai été passionné, et l'enquête est finalement géniale, alors que t'es juste en train d'essayer, parce qu'ils y vont à fond premier degré, quoi, c'est hyper premier degré le mec qui fait l'enquête, et alors que voilà, on est en train d'enquêter sur qui a dessiné des bits sur des voitures, quoi. Enfin, et à la fois, donc c'est hyper premier degré, mais on sent le côté foutage de gueule du délire, où ils se mettent à faire des schémas pour calculer le temps que le mec a pu aller d'une maison à une autre. Entre-temps, il est passé chercher de la bœuf, donc il calcule le temps de deal. Enfin, je sais pas vraiment ça, mais c'est grosso merdo genre de délire, où ils prennent un truc hyper au sérieux, en mode vraiment comme si c'était un crime, et qu'on enquêtait, mais vraiment, mais à fond, quoi. On y mettait tout ce qu'on a en termes d'enquête pour un truc, mais grotesque, quoi. Et à la fois, moi, j'étais pris, j'avais trop envie de savoir, j'avais trop envie d'avoir la vérité sur cette affaire, et j'en faisais presque une histoire d'honneur, quoi, de savoir c'était qui avait dessiné ces putains de bits rouges, quoi. Donc enfin, voilà, c'est génialissime. Moi, je vous la recommande grave, ça paye pas de mine. Un peu long, c'est un peu le défaut que j'ai, c'est que les épisodes sont un peu trop longs, ils font 30 minutes, je trouvais qu'ils auraient dû faire 20, parce qu'il y a des moments, c'est redondant, on redonne des indices qu'on a déjà donnés, on fait des répétitions qui peuvent être un peu... Voilà, c'est le seul défaut que j'ai eu avec cette série, c'est que par le format, il y a un moment, il répète des choses, beaucoup, que tu as déjà entendu, et donc ça peut devenir un peu lassant. Mais après, vu que ça parodie ce genre de reportage à la con, où on te répète beaucoup de fois les mêmes conneries, justement, bah, à la fois, c'est cohérent avec le média, et j'ai trouvé ça mais génial ici, mais en fait, ça raconte beaucoup plus sur les lycées américains à l'heure actuelle que 13 Reasons Why, où il n'y a personne qui est sur un réseau social. Enfin, 13 Reasons Why, t'as l'impression que ça a été fait dans les années 80, quoi. Enfin, le lycée de 13 Reasons Why n'a aucun sens à l'heure actuelle. T'as pas de Snap, t'as pas d'Instagram, t'as pas de Facebook, t'as pas de Twitter, t'as pas de
comment ça s'appelle, cette Messenger, t'as rien, enfin, Messenger non, WhatsApp, t'as aucune interaction avec des réseaux sociaux, rien que ça, déjà, c'est aberrant dans une série qui parle de teenagers à l'heure actuelle, alors que justement, t'as un épisode de American Vandal où il reconstitue toute une soirée grâce au Snap, grâce au Instagram, grâce aux photos Facebook, enfin, et il te refait toute la chronologie d'une soirée, et c'est génialissime, enfin, voilà, ça, pour moi, c'est la série qui parle le mieux de la jeunesse américaine à l'heure actuelle, mais de très très loin cette année, bien au-delà que de l'autre de Netflix, qui a pourtant bien plus fait parler d'elle, pour d'autres raisons, parce que je trouve que le discours de 13 Reasons Why sur le bullying, enfin le fait le harcèlement et même le viol, c'est une très bonne chose que ce soit sorti cette année et que le discours ait été bien entendu. Après, je trouve la série pas extraordinaire. Voilà. Et qu'est-ce que c'est mon numéro 1 ? C'est improbable, vous allez voir. Mon numéro 1, c'est une série qui a finalement été annulée après une première saison et qui a eu une première partie de saison en 2016 et une fin de première saison en 2017. C'est The Get Down, encore une série Netflix réalisée par Baz Luhrmann, enfin créée par Baz Luhrmann au départ, qui a réalisé le pilote sur le début du hip-hop à New York, dans le Bronx, si je ne m'abuse. Bref, Queen ou Harlem, je sais pas, je suis dyslexique, j'oublie, je confonds les places. Et c'est énormissime comme série. Alors les 6 premiers épisodes sont démentiels. Tu sens que là, ils ont eu du budget, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Le pilote de Baz Luhrmann, c'est le meilleur pilote de série que j'ai vu depuis très très longtemps. La réalisation de Baz Luhrmann, elle est mais hallucinante. Le mec, il te fait ce qu'il veut, il te fait des trucs de narration, il était à 2 endroits à la fois, t'entends des dialogues d'une autre séquence pendant qu'il t'en montre une autre et tout. Enfin, ça va dans tous les sens, il arrive à te parler des politiques, il arrive à te parler des jeunes mecs, des parents, de tout. Enfin, il te présente un univers d'une manière, mais survitaminée, à la fois t'es pas perdu, tu comprends tout, enfin, ça va dans tous les sens, il arrive à te parler de choses de manière hyper visuelle, enfin... Le pilote est génialissime et tu sens que Baz Luhrmann est un mec au-dessus du lot parce qu'après les autres épisodes sont pas réalisés par lui et ça pêche moins, enfin ça caque moins quoi. Il y a clairement pas cette magie du pilote qui est énormissime avec ce rythme de la musique. Enfin parce que voilà, il y a la musique qui joue et t'as un événement musical à la fin du pilote qui est juste mais énormissime aussi. Les numéros musicaux sont fantastique. J'adore écouter la BO, je l'écoute souvent, les musiques sont parfaites, et t'as aussi bien des musiques de hip-hop que justement des ballades un peu soul de l'époque, enfin voilà. Et la deuxième saison, c'est assez drôle parce qu'ils ont eu beaucoup moins de pognon pour la finir, et tu le sens, donc ils ont fait des partis pris pour essayer de se débrouiller avec le fait de plus avoir de thunes, et c'est génial aussi parce que c'est génial de voir la débrouillardise du truc, parce que tu pars pour te montrer une série qui avait cette ambition-là, de te montrer ce New York-là des années 80, fin 70, voilà, alors t'as The 12 qui a plein de pognon, qui te fait une super reconstitution, et là t'as The Get Down deuxième partie qui a trop de mal à faire son truc, donc ils ont mis de l'animation pour te montrer des parties. Il y a des moments où tu sens vraiment qu'ils ont plus de thunes et ils te sabotent des séquences comme ça, voilà. Mais au moins t'as une fin qui est tragique, enfin qui est à la fois déchirante et à la fois magnifique. Enfin franchement, je trouve que c'est une magnifique série qui était super surprenante, quoi, qui n'a pas réussi à être renouvelée, donc c'est dommage, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait plaisir, quoi. Franchement, c'était le plus gros kiff de visionnage de l'année, c'était clairement The Get Down, parce que c'est une culture que moi, je connais pas bien, la culture hip-hop, j'ai pas eu l'impression d'en ressortir et d'apprendre plein de trucs, mais franchement, t'as tellement de choses, quoi. T'as les mafieux du Bronx, t'as des personnages super génial quoi. T'as un personnage qui est comment il s'appelle, même je vais vous retrouver son nom, mais putain, Shaolin, Shaolin, qui est donc un mec, et l'introduction de ce personnage est juste la meilleure intro de personnage de l'année pour moi, mais de très très loin quoi. C'est Shaolin Show là, je sais plus comment il s'appelle en entier, mais bref. Et putain, mais on l'introduit qu'avec ses baskets rouges et genre il est en silhouette et il se balade dans les toits et c'est genre une espèce de mec mystique que les gens adulent parce qu'ils savent pas trop qui c'est et tout, mais c'est la manière dont on l'introduit, dont on te fait monter la sauce sur ce personnage, c'est juste mais génial quoi. Après t'as des trucs, le mec qui est Cadillac, il est énorme. Enfin, voilà, Grandmaster Flash, il est cultissime. En plus, c'est un vrai perso de la vraie histoire du hip-hop américain. Voilà, il y a tout ce rapport à la musique, ce rapport au DJ, à la création du hip-hop, à la création de faire du mix avec des platines. Et cette confrontation entre les deux mondes, enfin, et les problèmes politiques, la discrimination. Il y a plein de trucs quoi, et c'est pas du tout une série où les personnages ils font tous des boulettes, ils se plantent, ça aborde plein de thèmes, enfin c'est hyper progressiste.
C'était juste mon kiff ultime. Donc voilà, je vous ai livré mes 5 séries préférées de l'année. Je vais rapidement parler du flop. Alors, on fait pas souvent des flops séries, parce que souvent, quand une série est merdique, on arrête de la regarder assez vite. Et moi, le gros flop de l'année, ça a été Iron Fist, qui était juste, mais grotesque au possible. Je pense qu'un jour, je me poserai, je ferai une vidéo pour juste me foutre de la gueule de cette série, qui était... Je me suis arrêté au bout de 4 épisodes, mais c'était pas possible, quoi. C'était, mais pas possible. Ce saut de taxi, là, était minable dans le pilote. Voilà. Donc Iron Fist... tu m'as fait de la peine. Mais voilà, c'était mon flop de l'année. J'ai pas vu Defender après Iron Fist, je me suis arrêté, j'ai fait non, c'est bon, laisse béton. Là. Si c'est aussi pourri que ça, je vais. Et vu que les avis sur Defender avaient l'air d'être bien nazes, voilà, je vais pas m'avancer. Il y avait des bonnes saisons, hein. Moi j'avais bien aimé la saison 7 de Game of Thrones, parce que voilà, je considère qu'il y a un moment où c'est logique que ça devienne un peu prévisible, on commence à voir la fin, mais quand tu voyages, il y a un moment où quand tu voyages, tu finis forcément par apercevoir la destination. Donc c'est logique, pour moi elle est logique et c'est une bonne avant-dernière saison qui nous livre sur un plateau une potentielle dernière saison qui va être énorme, je pense. J'ai adoré la saison 3 de Rick et Morty, j'ai eu du mal à l'aimer presque, enfin j'ai trouvé un peu décevante et je l'ai rematé et en fait quand tu la re-regardes elle est énorme et voilà Pickle Rick. I turned myself into a pickle Rick, Morty, I turned myself into a pickle. Ah, putain je l'ai super mal fait, d'habitude je le fais vachement bien. Je vais le refaire avec, après avoir toussé. Vous êtes prêts? Morty! Putain non, j'arrive pas, j'ai pas un sébu, j'ai la gorge trop chèche pour faire la voix de Rick, quoi. Elle nécessite, mais une espèce d'humilité de la gorge, la voix de Rick, surprenante. Morty, I turned myself into a pickle, Morty! I turned myself into a pickle! Putain, je le fais super mal. Voilà, c'était le moment de malaise de fin de vidéo, je suis navré. Quoi d'autre comme série qui m'ont plu? J'ai découvert French from College, très sympa sur Netflix, le genre de série qui se matait easy, 6 épisodes, c'est de la dramédie sympatoche. Bon, ça m'a pas plus cloué au bec. The Crown, que j'aime beaucoup, que je suis en train de regarder la saison 2, je trouve que c'est une très belle série. C'est pas la série que je préfère de l'année, donc je l'ai pas mis dans mon top 5. Mais franchement, belle découverte. Dark, j'ai pas réussi à suivre jusqu'au bout, je vais essayer de me forcer à finir, parce que ce qui paraît c'est intéressant. Mais je trouve que c'est le genre de série où le mystère est beaucoup trop envahissant, et je ne m'attache à rien d'autre que le mystère, c'est-à-dire que je regarde la série juste pour savoir ce qui va se passer et non pas pour les personnages. Et il y a un moment où moi, j'ai l'impression, j'ai juste envie d'aller sur Wikipédia taper c'est quoi la fin de Dark, tu vois, pour avoir la réponse plutôt que de me taper des épisodes et de me forcer à regarder ce truc qui m'intéresse pas, mais où je sens qu'il y a du mystère et donc je suis titillé par ça. C'est mon avis sur Dark, mais vu que j'ai pas fini, voilà, j'ai vu 4 ou 5 épisodes hein, déjà, donc je vois un peu où ça va, mais hein, puis ça a l'air d'être un peu prévisible, mais je dirais rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir eu d'autre cette année? Je pense que c'est tout. Voilà, il y a sûrement plein d'autres séries. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos tops, à mettre vos flops, si vous regardez des séries que vous aimez pas. Et écoutez, je vais essayer de faire plus de séries cette année, peut-être en parler un peu plus, parce que c'est vrai que ça se rapproche tellement du Cinoche à l'heure actuelle que ce serait bête de passer à côté de tout ça. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Oh putain, j'ai oublié de parler de Devil Town, mais j'ai plus de temps et la vidéo est trop longue. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. De toute façon, vous allez en bouffer beaucoup sur ma chaîne du Devil Town, donc je vais pas trop vous abuser dans les autres vidéos. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.